Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce webinaire organisé par Massseeds en partenariat avec Ellipse. Cet événement est consacré au maïs fourrage et plus particulièrement à l'innovation génétique et l'importance de bien raisonner la date de récolte afin de sécuriser chaque étape de la production et d'avoir le meilleur retour sur investissement de la culture. Je vous informe pour commencer que ce webinaire est enregistré. Vous recevrez bien sûr le lien d'enregistrement en suivant. Avant de commencer, je vous donne également quelques consignes. Donc, vous pouvez constater que vos micros et caméras sont désactivés. Vous pouvez utiliser le chat qui est tout en haut, la petite bulle avec les écritures pour pouvoir poser vos questions tout au long du webinaire. Nous y reviendrons à la fin de celui-ci. Et à la fin de ce webinaire, il y aura une session de questions-réponses. Vous pourrez ainsi lever la main si vous préférez prendre la parole. Je vous ferai intervenir à l'oral. Aujourd'hui, 3 intervenants vont se succéder pour nous étayer le sujet du jour, puis échanger avec vous. Je vais laisser à chacun le soin de se présenter. Commençons par Karine. Bonjour tout le monde, Karine Guibou, responsable maïs fourrage, Massseeds. Bonjour, Tobias Eschholz, responsable pour la sélection maïs fourrage de Massseeds. Depuis 2010, je travaille en Allemagne pour Massseeds. Bonjour à tous, Anthony Ballet, donc consultant nutrition, responsable marché nutrition donc chez Ellipse en Ille-et-Vilaine. Entrons maintenant dans le vif du sujet et nous allons commencer par Karine. Merci. En préambule, la mission de Massseeds est de fournir des semences de qualité et de les accompagner avec des solutions innovantes pour aider les agriculteurs à valoriser leur production. L'une d'elles est le programme NutriPlus que nous avons ici. Ce programme est basé sur l'accompagnement de notre génétique avec des services afin de valoriser la production des éleveurs et plus particulièrement l'efficacité nutritive. Nous nous basons sur les essais recherche et développement et nous allons plus loin avec des essais sur la qualité des silos et notre expertise terrain jusqu'à des diagnostics silos chez les éleveurs. Notre expertise terrain intervient à chaque étape de la production, du champ jusqu'à l'auge, en passant par le choix variétal adapté au type de ration, également aux différentes typologies de sol, et nous raisonnons les dates de semis jusqu'aux dates de récolte avec l'aide de notre application AgroTempo, afin d'optimiser le rendement et la conservation du fourrage. Pour ce dernier, on utilise une seconde application qui est le NutriPlus Silo, qui nous permet d'effectuer des bilans fourragers. Un des critères importants dans la rentabilité du maïs en silage est la bonne date de récolte, car le taux de matière sèche est est très important pour la rentabilité de cette production. Sur ce graphique, je souhaite simplement vous rappeler que le stade optimal de récolte se situe entre 32 et 35% de matière sèche. Ceci pour optimiser le rendement et la valeur alimentaire en préservant la dégradabilité de l'amidon et une bonne qualité de fibre, afin de bien conserver le fourrage, avoir une bonne ingestion et le moins de pertes possible. Or, nous constatons que ce stade de récolte est difficilement atteignable sur la France. Lors de nos différentes études, en particulier en 2018-2019 sur 196 analyses silos, nous constatons que seulement un agriculteur sur 3 récolte au bon stade. Ce qui a pour conséquence des conséquences importantes sur la qualité du silo. On constate que 50% d'entre eux ont des points de chauffe, avec des reprises de fermentation et des baisses de qualité.
On estime donc qu'environ 45% des éleveurs perdent entre 1 000 et 2 000 euros supplémentaires pendant toute la période de stockage pour un silo moyen de 200 tonnes de matière sèche. Je poursuis l'analyse avec le contexte climatique. Il est de plus en plus difficile de déterminer sa date de récolte, sachant qu'il faut parfois prévoir un mois à l'avance. C'est donc un vrai challenge pour les éleveurs de déterminer leur date de récolte, avec des années climatiques qui sont de plus en plus atypiques. Donc cette année, vous avez le petit rond en bleu 2021 qui sont proches des années 2014-2016, plutôt froides et pluvieuses. À l'inverse, l'année 2003 en rouge, extrêmement chaude et sèche, ou comme les 10 dernières années, là, entourée en jaune, où on retrouve l'année 2020 en rose, qui était aussi dans une dominance chaude et sèche. Donc, même si ce dernier siècle, nous avions des évolutions de température plutôt lentes, autour de 1 degré, le pronostic des experts annonce plutôt une évolution allant de 1,5 degré, voire plus, d'ici 2030, avec des scénarios climatiques qui se dessinent avec de moins en moins de gelée l'hiver et plus de pluie, et des étés chauds et secs avec la présence de canicules de plus en plus fréquentes. D'où la difficulté de récolter au bon stade dans ce contexte climatique. Merci Karine pour cette présentation. Nous allons maintenant laisser la parole à Anthony sur les bilans des stades de récolte et les conséquences en cas de surmaturité. Anthony. Merci. Donc bonjour à tous. Donc je vais partir aussi d'un constat que nous faisons, alors notamment en Bretagne, pour reprendre un peu ce que disait Karine Guibaud tout à l'heure. Donc vous pouvez voir sur cette slide que donc notamment les chantiers à plus de 35% de matière sèche, et notamment sur la récolte 2020, la fréquence des chantiers à plus de 35. Donc vous voyez que sur la France, les zones les plus, on va dire, rouges foncées, correspondent à ces zones où une majorité de chantiers s'est retrouvée à plus de 35%. Donc selon la zone géographique, on peut avoir des différences, mais globalement, on a eu en 2020 des stades de récolte assez importants, assez élevés. Donc sur votre gauche du diaporama, donc un petit focus Bretagne, où là, avec un climat, on va dire, un petit peu plus arrosé ou tempéré, on se retrouve quand même avec 56% d'élevage à récolter entre 32 et 35%. Donc on a quasiment 40%, donc entre 37 et 39% des éleveurs qui récoltent à plus de 35%, dont notamment 18% donc, qui récoltent à plus de 38%. Donc on a vu aussi des stades de récolte à 39, 40% et plus, où là, donc, il y a de fortes incidences quand même sur les résultats derrière. Donc effectivement, je rebondis sur ce que disait Karine, où la difficulté de caler une date de récolte, puisque ces dernières années, on a vu des évolutions de matière sèche de l'ordre de 4, 5, voire 6 points par semaine, quasiment 1 point de matière sèche par jour. Donc l'année 2020 étant un petit peu atypique, toutefois, les semaines de septembre 2021, on a pu voir des évolutions quand même de 4 points. En revanche, redescendent à 2,5 points la semaine suivante. Donc on a des fluctuations d'une semaine à l'autre selon le climat. Et donc dans le cas où il faut caler une date d'ensilage relativement tôt, il est compliqué de caler au plus juste sur la période, on va dire 32-35. Donc maintenant, si on continue donc sur l'aspect valorisation, alors quels sont les impacts d'une récolte à plus de 35% de matière sèche? Donc tout d'abord sur l'aspect conservation. Donc là, on est sur une enquête de silos sur 150 enquêtes, on va dire, sur 2020. Alors vous pouvez voir sur le tableau donc
Donc une fourchette de taux entre 32 et 35,9. Donc on se retrouve avec une densité relativement intéressante, 257 kg donc, au mètre cube, avec des températures de front d'attaque autour de 22 degrés, et donc un petit indice d'éclatement du grain à 3, et donc vous pouvez voir tout en bas à droite que plus la note est élevée et plus l'éclatement du grain est intéressant. En revanche, si on continue à monter en taux de matière sèche, alors on perd pas forcément, on perd un peu de densité. On peut voir notamment les maïs à plus de 40% de matière sèche, où là on va perdre en densité. En revanche, on voit bien tout de suite que dès que le taux de matière sèche augmente, vous voyez la température du front d'attaque qui a tendance à monter. Donc ça revient à ce que disait Madame Guibou tout à l'heure, où on a des températures, des températures de chauffe, enfin, ou de la montée en température, et donc des pertes de valorisation. Et puis surtout, l'éclatement du grain, où là on perd quand même en efficacité d'éclatement du grain, et donc on va se retrouver avec des grains moins bien éclatés, et donc derrière moins bien valorisés. Alors, en parallèle, les longueurs de coupe, naturellement, donc plus le taux de matière sèche augmente, et plus on est obligé de réduire la longueur de coupe pour justement essayer de limiter ce problème de densité ou de compactage, on va dire, à la récolte. Donc derrière, les éleveurs qui veulent aller sur des longueurs de coupe assez hautes, où on a moins la maîtrise, on va dire, où on a moins le choix dans notre longueur de coupe. Donc voilà, donc un taux de matière sèche élevé va amener donc derrière des pertes au silo, des chauffes, et qui dit chauffe dit forcément perte de valeur et perte d'efficacité derrière. Alors ensuite, sur l'aspect valorisation du grain, de l'amidon. Donc voilà, donc sur cette diapo-là, tout d'abord le premier graphique sur votre droite, donc une étude Arvalis qui montre bien donc la dégradabilité de l'amidon dans le rumen, donc ce qu'on recherche à optimiser, et notamment avec le taux de matière sèche et la durée de conservation. Donc vous voyez que chaque trait correspond à un taux de matière sèche récolté. Et donc, on peut voir déjà dans les extrêmes, mais notamment la première ligne, donc des maïs à 42% de matière sèche, on a une dégradabilité après 50 jours de conservation de à peine 75%. Donc en revanche, notre maïs qui est récolté à 33%, un petit peu plus haut, notre maïs à 33%, on a quasiment 10 points de plus de dégradabilité et donc de valorisation ruménale. Si on regarde après conservation, donc là on est bien sur du 50-60 jours de conservation. Par contre, même si on regarde au bout d'un an, notre maïs à 40-42 n'arrive pas ou ne rattrape pas la dégradabilité de notre maïs à 33%. Donc un maïs à 40% va avoir un impact sur la valorisation de l'amidon dans le rumen, et donc tout au long de l'année. Et on le voit bien, nous, en tant que nutritionnistes, où des maïs à plus de 35% de matière sèche, on commence à avoir vraiment une bonne valorisation, une valorisation optimale, uniquement à partir de janvier-février. Donc 3-4 mois après la récolte. Et donc derrière, cette non-valorisation, donc c'est des exemples sur votre gauche, mais lorsqu'on tamise des bouses, lorsqu'on retrouve des résidus de grains dans les bouses, c'est tout simplement des pertes d'UF, et donc des manques de production, des baisses de production, et donc qu'il va falloir derrière compenser par des apports d'énergie complémentaires, et donc des coûts pour les éleveurs. Ensuite, donc, si on continue sur l'effet, donc sur la digestibilité du maïs, donc sur la diapo suivante, donc on peut voir donc sur l'effet stade de récolte, notamment sur la valorisation, la digestibilité de la fibre, du NDF. Donc sur ce tableau, donc là également, donc vous voyez en encadré en rouge un maïs alors à 35 ou 40%. Effectivement, on peut se dire plus on va monter, on l'a vu tout à l'heure sur le premier graphique, où on voyait que plus on a un taux de matière sèche qui augmente, et plus on a une quantité d'amidon produite, une quantité d'UFL produite à l'hectare, potentielle on va dire à l'hectare, puisque ramené au kilo de matière sèche, forcément que ça augmente. Donc on peut voir que sur un UFL potentiel, un maïs à 40, on va être sur du 0,96 par kilo de matière sèche. En revanche,
la digestibilité de la fibre va diminuer. Donc, il ne faut pas oublier que notre fibre, notre digestibilité, la valorisation de la fibre va nous ramener aussi des UFL potentiels. Et donc, va aussi également amener de l'ingestion et donc derrière, va optimiser la production de lait. Donc, si on fait un compromis de la digestibilité de la fibre et de l'amidon, donc on va aller chercher plutôt un maïs entre 32 et 35%, puisque vous voyez derrière les UFL potentiels, donc la dernière ligne de votre tableau, du tableau présenté, hein, donc on arrive à 0,93 avec un maïs à 35 ou à 40, puisque notre maïs à 35 va avoir une meilleure digestibilité, on va mieux valoriser l'amidon au niveau du rumen de la vache, et donc derrière on a un UFL potentiel à l'hectare, enfin ou au kilo de matière sèche qui va être aussi bon et qui va être même mieux valorisé, puisque derrière et moins de pertes au niveau économique, puisqu'on n'aura pas de pertes au silo et pas de problème de métabolique au niveau des animaux. Donc ensuite, pour conclure hein, en tant que tel, donc si on cherche à avoir un silo ou un maïs récolté entre 32 et 35, c'est, vous voyez, pour différentes raisons. Il y a à la fois l'aspect stockage, l'aspect perte économique. Il y a aussi l'aspect valorisation des animaux, avec le risque derrière d'avoir un maïs trop sec. On ne va pas pouvoir valoriser à 100% et donc derrière, ça va être un apport complémentaire de céréales ou d'énergie. Donc, c'est des coûts supplémentaires. On va avoir derrière une mauvaise digestibilité du grain, donc une digestibilité qui va être pénalisée tout au long de la conservation du maïs. Et puis, donc bien évidemment, il faut un apport complémentaire d'azote, de protéines au niveau ruménal pour justement valoriser, essayer de digérer au mieux ces maïs en silage. Donc, en ce qui concerne donc les aspects, hein, donc un maïs trop sec, c'est moins de lait produit, c'est un apport d'azote qui va nous pénaliser et donc réduire la marge par vache, la marge économique, et donc des risques sanitaires derrière. Donc on n'en a pas trop parlé, mais un maïs très sec, c'est ce qu'on appelle à l'auge le tri des particules. Donc les vaches vont avoir tendance à trier davantage au niveau de l'ingestion. Et donc, qui dit tri, dit elles vont d'abord consommer les particules fines, puis les particules grossières après. Et donc, derrière, des risques métaboliques, notamment d'acidose, et donc derrière, de mauvaise valorisation du fourrage. Donc, voilà pour ce qui est d'un point de vue nutritionnel, donc les objectifs que l'on recherche pour optimiser donc, la valorisation du maïs en silage. Donc voilà, donc je reste à votre disposition après pour plus de questions. Donc je repasse la main à Tobias maintenant. Merci beaucoup, Anthony. Donc, on vient de revoir plusieurs problèmes qui mènent à une préparation de silo pas optimale. Et notre réponse en sélection, c'était la gamme Green Plus que vous connaissez déjà peut-être. Et là, je peux expliquer un peu comment ça sert. Donc, on vient d'avoir vécu plusieurs années difficiles, comme on a constaté au début. Et donc, même si les agriculteurs sont capables de planifier la date de la récolte qu'ils aimeraient faire, souvent, ils dépendent des prestations, donc ce n'est pas forcément à eux de décider le jour précis de la récolte. Et finalement, pendant des années compliquées et chaudes comme 2018 et 2019, on a souvent vu augmenter les matières sèches très vite, ce qui complique de préparer une silo de haute qualité. Voilà. Si on continue, on voit que dans notre réseau de recherche, donc pendant la phase de sélection, on a structuré ce qu'on teste en fonction de la maturité, parce que ça joue aussi, bien sûr. Mais surtout, on a cherché de tester dans des conditions assez difficiles pour la plante. Donc, 70% de notre réseau ensilage n'est pas irrigué.
Et ça ressemble souvent à des conditions qui sont normales pour les éleveurs parce que traditionnellement, l'élevage ne se fait pas forcément dans des conditions idéales d'un point de vue agronomique. C'est souvent plutôt des grandes cultures. Donc, pour les éleveurs, c'est important que les plantes sont capables de fonctionner bien aussi dans des conditions stressantes. Et dans notre réseau de recherche, on fait attention à ce que ça reste sain. Il y a des tests spécifiques pour la qualité alimentaire. Donc, on fait plusieurs mille, donc c'est à hauteur de 30 000 tests digestibilité chaque année dans les parcelles hybrides et sur un réseau total de plus que 50 000 parcelles. Ça fait un assez grand pourcentage. Donc, il y a des mesures qui se font pendant la récolte et il y en a d'autres qui sont plus précis et qui se font au labo avec des appareils NIRS. Donc, on est vraiment en train de mesurer aussi cette qualité potentielle dont on a mis à parler, mais surtout pour ce qui est réalisable, ce qui joue, c'est la santé des feuilles et le caractère de rester verte dans des conditions difficiles. Et sur la diapo suivante, on voit un peu mieux comment ça s'exprime dans les différentes parties de notre réseau. Pendant ces dernières années, on a étudié les conditions météo pour mieux comprendre pourquoi certaines génétiques fonctionnent mieux dans une certaine zone géographique. Et là, vous voyez des exemples. Donc, pour répondre à les différents marchés, à gauche, en bas, il y a des pays comme la France, et l'Allemagne, la Belgique ou les Pays-Bas. On a trouvé qu'il faut un type plutôt digestible. Ça, c'est la haute digestibilité potentielle. Pour la partie continentale de l'Europe, c'est plutôt les types avec beaucoup d'amidon. Donc, c'est des plantes assez différentes. Et là, si on parle de digestibilité, on parle surtout de la digestibilité du paroi, donc les feuilles et les tiges. Et à droite, il y a encore un type feuillu. Donc, ça, c'est quelque chose qui est aussi demandé dans des pays comme la France et l'Allemagne, mais qui est différent parce que là, c'est surtout le rendement qui joue et un peu moins la qualité. Donc, tout ça, ça donne déjà une forte différence entre le marché ouest de l'Europe et le marché continental. Et en mettant la météo en face de tout ça, ça ressort que les conditions climatiques sont aussi assez différentes dans la partie continentale. Donc, ce n'est pas forcément les mêmes génétiques qui marchent bien dans la Normandie qu'il faut mettre en Russie. Je pense que c'est assez évident, mais on va beaucoup plus loin que ça. Et avec ça, on est capable d'identifier les produits qui sont capables de bien tenir jusqu'au bout et rester verts dans différentes conditions. Voilà. Et la diapo suivante est un exemple de l'année 2019. Donc, ça aussi, une année avec un août assez chaud et sec. Et là, à gauche, pardon, on voit la date de 2 septembre 2019. 2 parcelles sur le même champ. Il y a une variété témoin et une variété de notre gamme Green Plus qui sont ce jour estimées à 32% de matière sèche. Et 14 jours plus tard, à droite, les mêmes variétés, la variété témoin a passé à 40% de matière sèche et c'est visible. Et la variété Green Plus est restée à 35%, donc elle est restée plus verte. Et la dynamique en accumulation de matière sèche n'est pas pareille. Et ça, c'est le point principal. Et c'est à garder en tête si vous visitez les champs ou si les agriculteurs préparent pour la récolte. Pendant les années difficiles, on voit pas mal de champs qui tournent vers sec très très vite. Donc,
les variétés Green Plus sont capables de rester vertes un peu plus longtemps, merci. Et ça veut dire la phase entre 32 et 35% de matière sèche est un peu plus longue. Là, en bleu, vous voyez une dynamique typique pour une variété Green Plus. Donc, si on regarde la ligne vert en bas, c'est 32% de matière sèche et la ligne vert en haut, c'est autour de 35% de matière sèche. Donc, ça, c'est la fenêtre qu'on aimerait faire un peu plus long. Et si on regarde les différentes variétés témoins, c'est clair avec les différentes couleurs que c'est moins de jours que les variétés restent là-dedans en fonction de leur dynamique de passer ou d'augmenter en matière sèche. Et donc ça, c'est des caractères qu'on cherche et tout notre gamme Green Plus était testé dans plusieurs zones géographiques et c'est toujours le même principe. Cette dynamique est plus lente qu'avec beaucoup de choses qui existent sur le marché et aussi d'autres hybrides de notre gamme qui ne sont pas Green Plus. Donc, sélectionné pour ça. Et c'est pas seulement la matière sèche, c'est aussi le fait que les feuilles restent vertes et sont encore en train de produire. Ça veut dire la photosynthèse reste active, donc il y a plus de sucre soluble pour la préparation en silo. Voilà. Et c'est ce que j'ai prévu de vous présenter. Si vous avez d'autres questions, on peut y répondre plus tard. Merci, merci Tobias. Karine va poursuivre maintenant la seconde partie sur les autres atouts des variétés Green Plus. À toi, Karine. Merci. Donc, en effet, nous avons vu la partie au champ. On a souhaité poursuivre ces études en analysant l'effet des génétiques sur la conservation et les pertes au silo. À l'aide de, comme vous le voyez sur les photos, à l'aide de mini-silos, nous avons pu mesurer l'impact pendant 6 mois de stockage. Donc, ce que nous remarquons tout d'abord, c'est que les variétés Green Plus ont un meilleur tassage. Ceci de par un effet mécanique, puisqu'on apporte plus de feuillage vert dans le silo se tasse plus facilement. Et d'autre part, comme l'évoquait Tobias, cette génétique contient plus de sucre soluble et en particulier sur des stades avancés de récolte, comme on peut le voir sur ce graphique. Nos variétés Green Plus en orange, on a un sucre soluble qui diminue plus lentement par rapport aux variétés témoins. Et la différence se creuse au-delà de 34% de matière sèche. Donc, ce sucre soluble va permettre d'alimenter les bonnes fermentations, les bactéries lactiques, pour diminuer plus rapidement les pH et favoriser une bonne conservation. Donc, il faut savoir que dans un silo, entre le moment où on récolte le maïs en silage et le moment où on ouvre son silo, il y a en moyenne une perte de 10% de matière sèche liée au processus de fermentation. D'où l'importance d'avoir un bon tassage et une bonne fermeture du silo hermétique pour éviter les reprises de fermentation et les pertes. Donc, nos études en mini-silo montrent ici nos variétés Green Plus en orange, qu'elles apportent 3%, disons qu'elles préservent 3% de matière stockée par rapport à des silos témoins. Ceci grâce aux bonnes fermentations, à une baisse de pH rapide, et ce qui permet d'éviter le développement de moisissures et de points de chauffe dans un silo et préserver plus de matière stockée. Les autres bénéfices de cette génétique Green Plus, c'est, comme le disait Tobias, une évolution plus lente de la matière sèche, alors de la plante, mais également de la partie grain, ce qui permet à ces grains d'être plus facilement éclatés, fragmentés au moment de la récolte
et d'être plus digestibles. Donc, on le voit également dans le graphique où nos variétés Green Plus vont apporter 5% d'amidon supplémentaires digestibles dans la ration, d'efficacité dans la ration pour les vaches. Donc, ceci se mesure aussi par le fait qu'il y ait moins de grains dans les bouses, comme l'expliquait Anthony précédemment. Donc, à la suite de ces différentes études, on a souhaité conforter ces observations avec une enquête terrain auprès d'agriculteurs utilisateurs de variétés Green Plus. Donc, cette enquête a été réalisée sur l'ensemble de la France, toute précocité confondue. Et je vais vous parler des résultats. Donc, le premier bénéfice attendu est au champ, parce que ces variétés Green Plus préservent un excellent stégrine. Et donc, les éleveurs nous ont confirmé à 91% que leur parcelle était encore bien verte au moment de la récolte, ce qui leur a apporté une souplesse estimée à 4 ou 5 jours pour organiser leur chantier et apporter une certaine sérénité à la vue de leur parcelle qui était encore très saine. Quelques témoignages là apparaissent en bas de la page, des épis à maturité avec des plantes bien vertes et saines, ou encore avec le retour des pluies, ces variétés Green Plus ont pu repartir en végétation, contrairement à d'autres variétés qui étaient grillées pour dire mortes. Donc, ces bénéfices au champ se révèlent très efficaces car voilà, on constate que 2 fois plus d'éleveurs ont réussi à récolter au bon stade, entre 32 et 35% de matière sèche. Souvenez-vous, au début de ma présentation, j'évoquais le chiffre de 37% de réussite. Donc, vous voyez ici avec les variétés de marché en bleu. Et quand on a une variété Green Plus, eh bien, on passe à 70% de réussite, entre 32 et 35% de matière sèche. Et donc, ce taux de récolte permet d'avoir une meilleure qualité au silo. Et donc, les éleveurs nous ont confirmé à 100% que la constitution du silo s'est fait facilement avec les variétés Green Plus, que le tassage était facile et qu'ils n'ont pas constaté de chauffe visible dans leur front d'attaque, de par la bonne constitution du silo qui était bien tassé, bien conservé. Voilà, on n'a pas eu de reprise. Donc, le troisième atout des variétés Green Plus, c'est la dégradabilité de l'amidon, donc qui s'observe avec l'éclatement des grains. Donc 95% des éleveurs nous confirment que les grains étaient bien éclatés à la récolte et qu'ils n'ont pas retrouvé de grains dans les bouses, et que la production laitière derrière était plutôt très satisfaisante, comme nous le confirme le ARL Colombier ici en témoignage. Pour conclure sur cette enquête, eh bien 96% des éleveurs sont satisfaits des variétés Green Plus, du champ jusqu'à la production laitière. Sur cette diapo, vous voyez que notre gamme Green Plus est disponible du très précoce au tardif pour répondre aux différentes exigences climatiques en France et aux différents types de sols. Vous avez également dans cette gamme Green Plus nos variétés bio disponibles et vous constatez que nous avons 3 nouveautés pour les semis 2022. Et cette gamme va poursuivre son développement, continuer à s'étoffer de par la pertinence de nos programmes de sélection qu'a pu vous présenter Tobias précédemment.
Donc aujourd'hui, vous participez au webinaire Green Plus et nous accompagnons également ce label avec d'autres actions, hein, comme du pancartage bout de champ, des animations agriculteurs en partenariat avec la distribution. Vous avez dû recevoir aussi des emailings sur des préconisations de date de récolte. Nous avons des petits gadgets, des petits bonbons Green Plus. Et nous communiquons dans la presse, hein, la France agricole ou Agro-Distribution. Mais ceci pour vous accompagner dans les ventes auprès des agriculteurs et bien faire connaître ce label Green Plus. Je vous remercie et je suis également présente pour répondre aux différentes questions qui vont venir prochainement. Merci à vous trois pour toutes ces précisions. Place aux questions. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez dès maintenant poser vos questions par écrit dans le chat ou bien demander la parole en levant la main. Nous vous avons mis sur l'écran les fonctionnalités à utiliser pour ceci. Alors, nous avons d'ores et déjà 3 questions posées dans le chat que je vais m'apprêter à remettre à l'oral. Donc, n'hésitez pas en suivant à poser les autres. Première question, donc pour Anthony Ballet. Pouvez-vous revenir sur la dégradabilité de l'amidon et à partir de combien de jours de stockage l'amidon est-il disponible? Donc, alors, par rapport à cette question de dégradabilité, effectivement, on préconise en règle générale, pardon, on préconise souvent une conservation au moins, enfin, ou une fermeture de silo au moins de 2 mois, de 60 jours. Alors après, voilà, plus on va attendre, notamment de monter à 90 jours, ça sera optimum pour valoriser. Après, il y a toujours cet aspect réalité, on va dire la vraie vie et les objectifs. Donc, dans l'absolu, si l'éleveur a la possibilité, c'est au moins une fermeture de 60 jours, hein, donc de 2 mois, où là, on va vraiment avoir, on a pu voir sur le graphique tout à l'heure, hein, où à partir de 60 jours, un maïs à 33, on va arriver à 84-85% de dégradabilité de l'amidon. Sur les premières semaines, on le voit, enfin vous le voyez peut-être sur le terrain, hein, des éleveurs qui démarrent souvent, qui démarrent le maïs aussitôt après la récolte au niveau de leurs vaches. On le voit bien, hein, les premiers jours, ça se passe plutôt bien parce qu'on a un aspect appétence, enfin maïs encore pas tout à fait fermenté. Et puis dès qu'on rentre dans la fermentation, au bout de 3, 4, 5 jours, là c'est plus du tout pareil, hein, on voit des quantités de grains au niveau des bouses. Donc pour vraiment avoir un effet valorisation optimum, il faut au moins les 60 jours de fermeture. Merci Anthony, j'espère que ça a répondu à la question. Nous avons une deuxième question. Comment les variétés Green Plus sont-elles plus adaptées aux différents stress hydriques et qu'en est-il pour cette année 2021 froide et humide? Oui, je pense que c'est important de noter ce qui avait été dit un peu plus tôt. Il y a beaucoup de variétés qui ne sont pas capables de revenir après la pluie. Donc ça, c'est déjà une qualité. On a observé que pendant la phase très chaude et sec, les variétés Green Plus sont capables de rester verts et si ça pleut, après, ils sont capables de continuer. En face de beaucoup de variétés qui sont plus ou moins grillées et ne fonctionnent pas comme avant, donc les feuilles ne sont plus capables de bien faire de photosynthèse. Et la façon d'augmentation de matière sèche n'est pas vraiment une maturité, mais plutôt une maturité forcée par le fait que la feuille est détruite. Et ça, c'est des qualités pour lesquelles il y a des variations dans notre génétique. Donc, on peut sélectionner des variétés qui sont comme ça. Donc, c'est une adaptation des feuilles à ces conditions-là, sur tous les feuilles, mais aussi le fait que la tige restait assez saine pour améliorer d'eau si c'est nécessaire plus tard.
et que les feuilles restent saines, même s'il y a des attaques fusariaux sur le champ et des choses comme ça. Donc, c'est une somme d'adaptations qui ne sont pas faciles à lister spécifiquement en détail, mais le total fait que la variété reste bien plus verte. Et c'est pas simplement mettre une variété plus tardive. On a essayé de vous montrer qu'il y a cette qualité dans différentes précocités. Donc, c'est quand même une variété 240, par exemple, mais elle tourne moins vite vers des matières sèches très hautes que d'autres variétés. Et elle reste plus verte. Merci Tobias. Une autre question, y a-t-il une différence de dégradabilité de l'amidon entre des cornets dentés et des dentés type M3? Alors, je peux peut-être répondre en partie sur l'aspect nutrition. Donc, effectivement, on peut avoir des différences. Alors, il ne faut pas oublier qu'on cherche de comparer des maïs ou des génétiques de maïs, c'est toujours compliqué. Il faut vraiment raisonner en fonction du besoin ou du profil de maïs et du profil notamment de ration. On a des maïs plutôt typés amidon, d'autres plutôt ce qu'on appelle des typés mixtes ou fourrage. Et donc, il faut adapter ce choix en fonction de l'élevage et donc du besoin. Un éleveur qui va travailler avec 80-90% de maïs dans sa ration, on va plutôt aller chercher un typé fourrage ou digestibilité de la fibre, alors que sur peut-être des stratégies, on va dire, avec énormément d'ensilage herbe ou beaucoup de pâturage, on va être plutôt sur un maïs typé amidon. On a pu le voir dans la présentation de Tobias, les différentes génétiques, alors souvent qui sont aussi basées selon les régions, les zones géographiques. Mais je pense que dans les élevages, il faut peut-être le raisonner davantage aussi dans nos élevages où on a souvent qu'un type de maïs, alors que selon les périodes, il faudrait pouvoir adapter la génétique. Alors après, sur la dégradabilité, ça revient un peu sur la question de tout à l'heure, hein. C'est vrai que les typés cornets dentés, avec notre aspect la partie zéine, on va dire, sur le grain, vont mettre un peu de temps donc à se conserver, enfin à se dégrader. Et donc c'est pour ça qu'on préconise souvent 60-90 jours de fermeture, enfin au moins de conservation. Les typés cornets M3, où là on n'a pas de zéine en tant que tel, hein, je schématise, et donc là on pourra avoir peut-être une dégradabilité un petit peu plus rapide. Après, c'est vraiment la dégradabilité. L'idée, c'est que on a une dégradabilité équivalente à partir du moment où on a un stade de récolte qui est en bon stade, on va dire, hein. Effectivement, si on compare un cornet denté récolté à plus de 40% de matière sèche, forcément que la dégradabilité de l'amidon sera un peu plus compliquée au niveau de l'animal. Merci Anthony. Une quatrième question vient d'arriver. Bonjour, les variétés Green Plus ont-elles de meilleures valeurs alimentaires que les autres variétés, UFL, UFV? Merci. Oui, j'ai touché sur ça un peu pendant ma présentation et la réponse est non. Parce que le UFL, ça mesure la qualité alimentaire potentielle. Et là, on a des hybrides qui sont bons et d'autres qui sont un peu plus moyennes. Mais ce n'est pas un caractère spécifique des variétés Green Plus. La force des variétés Green Plus, c'est la digestibilité ou la qualité de l'ensilage réalisé. Donc, de notre point de vue, c'est plus important d'avoir une bonne variété qui se conserve très très bien en face d'une variété exceptionnelle sur le papier qui se conserve mal. Pour compléter la réponse de Tobias, et comme le disait Anthony, dans notre gamme Green Plus, eh bien, nous avons différentes typologies. On a des variétés amidon, notamment avec des génétiques dentées, et des profils équilibrés entre la qualité de fibre et amidon qui répondent aux différents types de rations.
Donc, comme le dit Tobias, ce n'est pas nécessairement meilleur que les variétés de marché, mais c'est la qualité de récolte qui fait qu'on a une meilleure valorisation de cette UF. Merci à tous les deux. Une autre question. Avez-vous chiffré le bénéfice des variétés Green Plus? Oui, question pas facile. On a chiffré, en prenant en compte les différents bénéfices, hein, en partant du stade de récolte, la bonne conservation, des meilleures ingestions, une meilleure disponibilité de l'amidon. Voilà, tout ça mis bout à bout, on arrive à environ 2,85 € les 1000 litres de lait. Bon, il faudrait refaire le calcul avec l'évolution des prix du maïs actuellement qui finalement augmenterait encore ce bénéfice. Je sais pas si... J'espère que ça a répondu à la question. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite à nouveau se manifester. Je n'ai plus de questions en attente dans le chat. N'hésitez pas même à lever la main pour prendre la parole. Bon, pas d'autres questions. Nous arrivons donc au terme de cet échange. Merci à tous d'avoir été présents. Merci à nos intervenants. Pour aller plus loin, donc le replay de ce webinaire sera disponible très prochainement et il vous sera communiqué. Vous pouvez également vous rendre sur notre site internet pour découvrir bien sûr nos variétés Green Plus et pouvoir télécharger également notre plaquette qui reprend tous les avantages de ce label. Merci encore et nous vous souhaitons à tous une excellente journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.